Donc bonjour à tous. On va parler ici d'intelligence artificielle et je vais vous présenter l'intelligence artificielle plus sous le couvert de la réflexion et non pas sur ce que l'intelligence artificielle a de fascinant ou ce qu'elle peut faire pour nous de chouette, de bling bling, etc. Et donc ma présentation s'intitule « Y a-t-il quelqu'un pour sauver le testeur ?» Et ça c'est moi qui joue Bach. Je suis doué quand même. C'est absolument magnifique. Non, ça c'est moi qui massacre Bach. Alors évidemment, la magie là derrière, c'est qu'il y a une IA. Moi je tape des notes au hasard sur un clavier, d'ailleurs c'est même pas un clavier de piano ou quoi que ce soit, c'est juste des touches. Et puis derrière, il y a une petite app là de Google qui récupère ce que je tape, qui mixe tout ça avec des tas de pièces musicales que Johann Sebastian Bach a composées, d'accord ? Et il essaye de mettre tout ça en harmonie et il sort cette merveilleuse petite musiquette que vous avez entendue, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à ce que Bach aurait pu composer à un moment donné, et qui est juste le pur produit de mon inadaptation. D'accord ? Et quand je vois ça, ben je dis, wow, c'est absolument magnifique, c'est génial, c'est Google. Et puis ce qui vient directement après, c'est, ben dis donc, s'ils arrivent à faire ça avec le pauvre input que je donne, je suis complètement dépassé, à quoi est-ce que je sers encore s'ils jouent mieux Bach que moi ? Et donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous tapez intelligence artificielle sur le web, ben, immédiatement, vous avez des tas d'outils. Et tiens, ben, justement, Amplitools, il fait partie de ces outils. Il y en a plein d'autres, d'accord ? C'est quelque chose qui est chouette aujourd'hui. Dans le monde agile, on aime bien avoir beaucoup d'outils. Les développeurs pensent à de l'IA pour générer du code. On entend de plus en plus des applications qui permettent de récupérer des morceaux de je ne sais trop quoi pour faire des codes, pour faire des tests, pour faire tout ce que vous voulez derrière. Et donc on trouve ça assez fascinant. On trouve ça assez fascinant, sauf que bah, quelque part, moi je me dis, où est la place du testeur là-dedans? Qu'est-ce qu'on a encore à faire si finalement l'intelligence artificielle est capable de faire tout ça? Et l'intelligence artificielle, il faut reconnaître une chose, c'est quelque chose qui fascine. Et on est naturellement fasciné parce qu'on a été programmé depuis des années à ces ordinateurs qui savent tout. Vous avez là D2R2, là, Star Wars, voilà. Il est capable de se connecter à l'étoile noire, il est capable de vous dire où se trouve le vide ordure, il est même capable de faire le café. Enfin, ça, je ne sais pas. Aujourd'hui, ce n'est même plus un mythe. C'est même plus quelque chose qui est complètement farfelu, puisqu'il suffit de dire, dit Google, dit Siri, et Alexa, ou je sais trop quoi, et vous avez votre assistant personnel qui va vous dire où est le meilleur restaurant dans le coin, où se trouve la blanchisserie la plus proche, si vous êtes encore loin de votre hôtel, etc. etc. Qui peut même vous passer de la musique ou vous raconter des blagounettes. Bon, à côté de ça, il y a le côté noir de la force. C'est AL 9000, c'est Alexa également, qui à un moment donné va péter un câble et va commencer à rigoler dans la cuisine toute seule, sans que vous lui ayez rien demandé du tout. Alors, bon, d'abord de quoi parle-t-on? L'IA, pourquoi du comment? C'est quoi? D'abord vous avez ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, donc c'est un logiciel qui peut détecter, raisonner, agir et s'adapter. Okay. Bon, c'est déjà un sacré programme. Dans l'intelligence artificielle, vous avez une sous-catégorie, un subset, comme disent les Anglais, qui s'appelle machine learning. Et là, ce sont des algorithmes dont la performance augmente au cours du temps et au fur et à mesure qu'ils sont exposés à plus de données. D'accord ? Donc ça, c'est ce qui est important, c'est qu'on va parler de données. Et puis derrière, on va encore un peu plus loin, on a le deep learning, on descend dans les sous-couches, là, et c'est un sous-ensemble du machine learning où l'apprentissage se fait au travers de réseaux neuronaux multiples soumis à de grandes quantités de données. En fait, ce machin est capable d'apprendre plus ou moins tout seul. En gros. D'accord ? Et là, quelque part, je me dis, plus on avance, plus la place de l'humain, et la place du testeur en particulier, devient, je vais dire, sujet à caution. Et la première réaction, c'est méchant IA, il y a plein de jobs qui vont disparaître, moi, mon boulot va disparaître, je ne suis plus pertinent. D'accord ? Alors, regardons un peu l'IA et regardons un petit peu ce qui se passe quand l'IA n'est pas bien comprise. Alors, vous avez certainement tous entendu parler de la problématique du Boeing 737 MAX, j'espère que vous n'en avez jamais pris. Et en fait, la problématique du 737 MAX, c'est que vous avez une IA
qui est là pour corriger un problème, sauf que l'homme ne sait pas trop que l'IA est là, il se bat contre l'IA, et en fait ça crache. Alors, l'histoire, ça c'est l'histoire très très courte. Hein. Qu'est-ce qui se passe en fait? Vous avez deux grandes sociétés qui produisent des avions dans le monde. Une qui est majoritairement française et qui est Airbus, une qui est majoritairement américaine et qui est Boeing. Alors, il y en a d'autres, hein, mais ça c'est les gros porteurs. Et bien entendu, il n'y a qu'un seul marché, donc ils se taillent un peu des croupières pour essayer d'avoir le plus de marché possible. Bon. Il se trouve qu'Airbus a des technologies un peu plus modernes, un peu plus intéressantes, et donc il commence à prendre de grosses parts de marché et à vraiment embêter Boeing. Boeing, qui comptait sortir un tout nouvel avion, se dit « je ne peux pas faire ça, c'est pas possible parce que ça prend trop de temps, je vais être en retard sur le marché, il y a trop de commandes qui passent à la concurrence. Et donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une vieille plateforme, c'est-à-dire un vieil avion, le 737, qui est déjà là depuis plusieurs décennies. Je vais le revamper, hein, je vais l'améliorer, le remettre à jour, le maintenir d'une certaine façon. Et surtout, je vais le remettre au goût du jour. Alors, remettre au goût du jour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois gagner la guerre de consommation du carburant. Donc, du coup, je vais changer les types de réacteurs. Je vais mettre des réacteurs plus gros, mais qui consomment moins. Et je vais les arranger sur mon avion. Sauf que, bien entendu, on ne fait pas du neuf avec de l'ancien. Donc, ces réacteurs, ils déséquilibrent l'avion. Et qu'est-ce qui se passe quand elle déséquilibre l'avion? L'avion, il a tendance à piquer. Okay. Donc, qu'est-ce que Boeing fait? Il se dit, on va mettre un logiciel qui est couplé à une sonde, qu'on appelle une sonde de positionnement, une sonde de pitot à l'avant, et on va coupler les deux, de sorte que la correction de l'assiette va se faire automatiquement, c'est-à-dire que les commandes automatiques vont reprendre la main et vont remettre l'avion droit s'il a tendance à piquer du nez. Voilà. C'est les petites commandes-là. D'accord? Les commandes d'angle d'attaque. Alors, évidemment, jusque-là, ça marche très très bien, sauf que Boeing doit aller très vite. Toujours pour gagner ce marché. Et donc, il passe un deal un peu crapuleux avec la FAA, qui est l'organisme officiel qui autorise les vols d'avions aux États-Unis. Et ils disent, comme on n'a pas plus de 10% de changement de code, je parle à des professionnels, vous savez ce que ça veut dire, 10% de changement de code, eh bien on peut faire une sorte de self-audit. Et ça va passer. On n'a pas besoin de faire un audit externe du code, ça va toujours fonctionner. Très bien. Et la FAA entre dans le jeu, et donc ils auditent eux-mêmes leur propre code et leur propre révision de code. Pas de souci. Enfin, si, quand même. Mais en plus de ça, ils installent, alors, il y a des nouveaux déroulements, il y a des nouveaux développements. Apparemment, ça n'a pas été installé partout, ça n'a pas été annoncé partout. Il y avait des plans, je veux dire que les sponsors Gold avaient le système de correction d'assiette par défaut, les autres ne l'avaient pas. De toute façon, ce qui est très clair, c'est que les pilotes ont été très mal informés. Ils ont eu une espèce de petit training, une petite formation d'une heure sur une tablette, donc même pas en simulateur, rien du tout, pour leur expliquer l'installation de la nouvelle commande. Quand même, ils l'ont eu. Alors, qu'est-ce qui se passe, évidemment? Ces pilotes n'ont pas été entraînés sur l'outil, ils ne savent pas ce qui se passe, la plupart du temps, ils n'ont peut-être même pas reçu. Et donc, quand l'avion commence à piquer du nez parce qu'il est déséquilibré avec ces gros réacteurs qui sont placés plus à l'avant, le système de correctif d'assiette se met en place, le pilote ne comprend pas parce que lui il veut monter, le truc essaye et il va contre. Et en fait, il y a cette espèce de bataille entre l'ordinateur et le pilote, sauf que cette bataille, elle est perdue à chaque coup parce que l'avion s'écrase. Et donc là, ils en perdent un, deux, et puis on arrête la production et on est parti pour la catastrophe. Et malheureusement, perdre un avion, c'est pas grave, mais perdre le contenu d'un avion quand ce sont des passagers, c'est un peu plus gênant. Alors, des exemples comme ceux-là où l'homme bataille contre l'intelligence artificielle, il y en a plein. Hein. Un qui est très connu, c'est Big Blue. Alors Big Blue, c'est Kasparov, qui est le champion russe d'échecs, hein, qui est invaincu pendant des années, et qui à un moment donné se bat contre le consortium IBM qui monte des machines, qui sont des machines avec des architectures massivement parallèles, dont le but est de gagner aux échecs. Et Kasparov n'y croit pas, il pense que c'est une supercherie, donc voilà. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Il y a une partie assez mémorable où Big Blue arrive, fait un geste, un mouvement sur une pièce qui est absolument imprévisible, absolument incompréhensible pour Kasparov. Il pense que c'est une supercherie, il abandonne la partie et donc il a perdu. Alors, a posteriori, et c'est pas sûr, parce que comme on a démonté Big Blue juste après le match, on ne sait pas très bien, on ne sait plus très bien prouver le vrai
vrai du faux là-dedans, mais il semblerait que ce qui s'est passé, et que ce mouvement qui était tout à fait incongru pour un joueur d'échecs professionnel, viendrait du fait que Big Blue, à ce moment-là, aurait été sursaturé d'informations et il aurait tapé au hasard. Et comme le hasard fait mal des choses, ben Kasparov c'est un peu déconcentré, c'est un peu emporté. Quoi qu'il en soit, le problème n'est pas là, parce que quoi qu'il arrive, Big Blue aurait gagné. Pourquoi? Parce que les échecs, c'est hautement mathématique. Et vous pouvez me dire ce que vous voulez, on a beau être intelligent, on a beau être rusé, on a beau être humain, ben les mathématiques, c'est quand même le truc des ordinateurs. Ils sont beaucoup plus forts et beaucoup plus rapides que nous. Donc, une IA qui est connectée à un ordinateur rapide va toujours battre un bon joueur d'échecs. Et on a vu exactement la même chose avec un jeu qui est mathématiquement et statistiquement encore plus compliqué, qui est le jeu de Go, où maintenant des superordinateurs arrivent à battre sans problème les meilleurs joueurs mondiaux de Go. Donc c'est une question de temps. Alors, l'IA, pour revenir au cœur du sujet, l'IA doit apprendre. Vous vous souvenez tous probablement d'un bon professeur, quelqu'un qui vous a influencé à un moment donné dans votre vie, peut-être lorsque vous étiez petit, peut-être lorsque vous étiez plus grand, peut-être lorsque vous étiez à l'université, peut-être même lorsque vous étiez dans un milieu professionnel, quelqu'un qui vous a appris quelque chose, qui vous a poussé, qui vous a amené à grandir. Est-ce que vous vous souvenez tous d'un bon professeur? Voilà. Je pense que personne dans la salle ne pourrait me dire « moi je ne sais pas mettre un mot, je n'ai pas de bon prof ». Il y en a au moins un. Et ce qui est intéressant dans les bons profs, c'est qu'ils vous poussent à grandir, mais c'est aussi qu'ils vous apprennent les choses qui vont bien. Alors, apprendre, ce n'est pas quelque chose qui est simple. Il ne faut pas s'imaginer qu'apprendre, il s'agit juste de donner de la donnée aux gens, leur filer des bouquins, ils les lisent, ils les potassent, et puis après ils savent. Ben, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, ni pour les humains, ni pour les ordinateurs. Ce n'est pas une question de technique, en fait. Et c'est là tout le problème, et c'est là tout notre problème d'ITer en général, c'est qu'on a tendance à vite dériver sur la technique sans penser un peu plus loin et sans réfléchir qu'il y a autre chose derrière. Ce n'est pas une question de temps non plus. Ce que j'entends assez fréquemment, c'est « ça ne marche pas aujourd'hui, mais demain, tu vas voir, on ajoute de la puissance, on met quelques machines en plus, et ça va le faire. » C'est pas ça. Alors, c'est parfois de la logique qu'il faut adapter différemment. Alors, l'exemple qui est là est assez parlant. C'est un exemple, alors les points rouges que vous avez, ce sont les impacts sur des avions de guerre, des bombardiers pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc ce qui se passait, ben voilà, la Seconde Guerre mondiale, les bombardiers partaient en opération, et puis ben, ils se faisaient allumer évidemment par la décès ennemie, et puis ils revenaient à la base, évidemment ils étaient criblés de balles. Bon. Donc il y avait des gens, des ingénieurs, qui passaient leur temps à regarder où ces balles étaient situées, où étaient les impacts, pour essayer d'améliorer les avions. Et donc, la première conclusion, ça a été, ben regardez, les ailes et la queue sont relativement vulnérables, donc on va blinder les ailes et la queue, comme ça nos avions seront plus forts. Qui est d'accord avec ça? Qui n'est pas d'accord? Et ben voilà, hein. Ben vous avez tout à fait raison de ne pas être d'accord, parce qu'en fait, ces avions-là, c'est ceux qui rentrent. Les autres, ils sont missing in action, ils sont tombés, ils sont morts. Et c'est là que ça pose problème. Donc en fait, ceux qui rentrent avec les trous, ben c'est pas grave, c'est que ça a marché. C'est les zones blanches qui posent problème. D'accord? Ça, c'est déjà quelque chose qui est un peu difficile à appréhender pour une intelligence artificielle. Alors, on va arriver sur d'autres trucs. Alors, ça, c'est un camion. D'accord? Vous avez vu la vidéo, là, hein? Vous avez un camion, et puis j'ai mis ce qu'on appelle du bruit, en termes d'image. En termes de vidéo, c'est du bruit. Or, le bruit, c'est rien du tout. Hein? C'est juste un ensemble de pixels qu'on superpose à l'image. Et ce que vous voyez, c'est l'image plus le bruit. Qui oserait me dire que ce n'est pas un camion? Bon. Ben pour une intelligence artificielle, souvent, ce n'est pas un camion, c'est une autruche. Parce que quelque part, la manière de percevoir l'information, de capter l'information, est tout à fait différente. Et donc, ce que vous percevez, vous, et ce que vous reconnaissez immédiatement d'un seul coup d'œil comme un camion, pour une intelligence artificielle, ça peut être à peu près n'importe quoi. Alors, une autruche, voilà, elle est belle, l'autruche, mais ça peut être n'importe quoi. Alors, l'intelligence artificielle, je vous l'ai dit, elle se nourrit de statistiques, elle se nourrit de données. D'accord? Or, ben, nous sommes dans un monde de données. Il y a des tas de données sur vous. Hein?
entendu Johan à la présentation précédente, qui vous expliquait comment on profilait les gens, quelles étaient leurs données, etc. C'est très courant. Vous avez des profils commerciaux un petit peu partout, vous utilisez les réseaux sociaux, etc. Donc il y a une immense somme de données qui sont nos données et qu'on peut évidemment utiliser pour autant qu'elles soient publiques, pour autant qu'elles soient compatibles avec le RGPD, mais vous savez, c'est fort fragile le RGPD. Alors, comment est-ce qu'une IA apprend des données et surtout de quelles données apprend-elle? Est-ce que ces données sont représentatives, c'est-à-dire est-ce que la somme des données que vous pouvez trouver sur Olivier Deneau correspondent à Olivier Deneau? Déjà, j'ai un profil Facebook. Je ne publie quasiment rien de personnel sur un profil Facebook. Donc, vous ne pouvez pas, au travers de Facebook, en toute logique, voir où j'habite, si j'ai une famille, si j'ai un chien ou un chat, si je roule en Maserati ou en 2 chevaux, voilà. Donc, déjà, ces données ne sont pas forcément représentatives. Est-ce qu'elles sont exhaustives? Certainement pas. J'espère bien être plus que la somme de mes données. Est-ce que ces données sont biaisées? Ça, c'est encore une autre question, et je pense qu'elles le sont éminemment. Alors, quelques biais cognitifs. Alors, il y en a plein, je vais aller assez vite ici parce que, voilà, il y a énormément de biais cognitifs. C'est que la psycho-élémentaire, vous retrouvez ça dans tous les ouvrages un peu spécialisés. La première chose, c'est le biais de confirmation. Je suis absolument persuadé que j'ai raison, donc je ne vais lire et voir et analyser l'information que je reçois que sous cette lumière particulière. Donc, quelle que soit l'information, si je pense que Trump est un idiot fini, eh bien, même si Trump fait quelque chose de bien dans sa vie, je vais dire que c'est peut-être une manœuvre d'un idiot fini pour essayer de ne pas passer pour un idiot fini. Vous voyez ce que je veux dire? On a tendance à reconfirmer sans cesse ce que l'on sait. Il y a des biais d'attention, il y a des choses que je vois pas, et surtout je vois ce qui me paraît important. Vous avez tous peut-être vu l'expérience du gorille invisible. C'est des gens, on leur demande de se passer un ballon, comme ça on vous demande de compter les passes de ballon, et puis au milieu vous avez un gars qui est déguisé en gorille, et vous ne le voyez pas, parce que vous êtes focalisé sur les passes de ballon. Et vous dites 13, super, ouais, c'est 13, t'as vu le gorille? Non. Voilà. Bon, des biais d'autosatisfaction, de connaissance, peu importe. Il y en a plein. Alors, quelle sorte de biais pouvons-nous avoir? Ben écoutez, si je suis une intelligence artificielle, j'ai besoin d'identifier un profil. Disons que je vais identifier un profil qui s'appelle CEO, Chief Executive Officer, PDG en français. Et ben je vais sur Google Images, et quand je tape CEO, ben voilà ce que j'ai. Alors celles qui sont en jaune, là, ben je suis désolé mesdames, mais vous êtes un peu sous-représentées. Ça, c'est la première page, c'est le top de la page de Google Images, au moment où j'ai fait la recherche. Donc, il y a très peu de dames qui sont CEO, ce qui me paraît un peu moins la réalité que ce que je vois ici. Et surtout, il y a très peu de personnes qui ne sont pas blanches, ils sont CEO. Bon, très bien. Alors, ça, c'est les quelques personnes de couleur qui sont représentées. Ok. Ça, c'est dealer. Alors, quand vous êtes dealer, à part l'espèce de comique un peu lourd, ben, si vous êtes un peu sombre de peau et si vous êtes un peu... ben, vous avez beaucoup de chances d'être pris dans la catégorie dealer. Mais je ne suis pas persuadé que tous les dealers sont black ou beurre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors évidemment, si vous donnez ça en pâture à une intelligence artificielle comme de la donnée brute, et qu'elle doit apprendre, fût-ce apprendre d'elle-même, ben vous vous rendez compte qu'il y a un biais qui est énorme. Alors vous allez me dire, bon, M. Deneau, rigolez là, c'est pas bien grave. Bon, un autre biais, c'est le biais social. Vous connaissez TAI? Alors TAI, c'est l'intelligence artificielle de Microsoft. Microsoft s'est amusé à lancer une intelligence artificielle à un moment. Et cette petite dame devait aller dans la twittosphère, là, et devait commencer à interagir avec les gens, et elle devait surtout paraître la plus humaine possible. Sauf que la twittosphère, ben, c'est des humains, ils ne sont pas trop bêtes. Ils ont entendu parler de l'histoire, peut-être aussi, donc ils ont peut-être un peu triché, et ils se sont rendus compte que TAI allait s'abreuver de leurs réponses pour essayer de se forger un comportement. Vous savez, il y avait un petit jeu qui était marrant, qui était le jeu des 20 questions, c'était un petit machin électronique comme ça, et vous pouviez penser à un mot, et puis vous poser des questions, et puis il arrivait. TAI, c'est un peu le même principe.
c'est je veux paraître humaine et je veux interagir comme si j'étais un humain en conversation avec vous. Donc les gens se sont amusés avec Tai, et après quelques heures, Tai a commencé à dire que finalement Hitler avait peut-être pas tort, que finalement elle détestait les femmes, que finalement les féministes n'avaient qu'à tout brûler en enfer, et je vous passe les commentaires choisis. Alors Microsoft a arrêté l'affaire. Ils se sont bien rendus compte qu'on s'était un peu fichu de leur taille, et qu'il y avait un souci, et donc ils ont arrêté évidemment l'expérience. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces intelligences artificielles, c'est un peu le principe Gigo, si vous voulez, garbage in, garbage out. Si vous leur donnez pas à manger des choses qui sont correctes, vous n'allez pas ressortir des choses qui sont correctes non plus. Alors jusque-là, évidemment, vous ne me voyez pas venir, vous dites, bon, ok, monsieur Dano, c'est bien gentil, quel est le problème? Le problème, c'est que les États-Unis ont déjà commencé à implanter des intelligences artificielles pour s'aider dans la résolution, ou en tout cas dans le jugement, d'affaires criminelles. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous avez deux braves personnes, là, quand même des gens qui ont commis des délits, et qui ont été analysés en termes de scoring par rapport à toute une série de choses qui sont tout à fait incompréhensibles pour le juge. Le juge ne sait pas comment l'intelligence artificielle le fait, on a commandé le logiciel, il fait ça, il s'abreuve d'eux, et notamment du passé et de toute une série de probabilités derrière. Et donc on a Vernon Prater qui a été classifié comme faible risque de récidive. Le truc évidemment c'est, est-ce que je vais lui donner une conditionnelle ou est-ce que je vais le mettre derrière les barreaux? C'est ça la grande question que l'IA répond à ce moment-là. Et à côté de ça, vous avez... Alors, Vernon, qu'est-ce qu'il a fait? Vernon, il a fait une espèce de vol. C'était pas encore du vol à main armée, mais enfin, c'était quand même du vol qualifié, donc c'est pas un monsieur très recommandable. Je suis pas certain que je voudrais le croiser la nuit. Brichla, elle, c'est une petite ado, un peu perturbée, d'accord? Elle vole un vélo. Bon, puis elle se rend compte qu'il n'est pas à sa taille, donc elle dit, c'est vraiment trop bête. Elle fait demi-tour, elle va rapporter le vélo, mais on a déjà porté plainte, les voisins l'ont vu, les flics l'attendent, hop, elle est sous le verrou. Mais elle a un haut risque de récidive. Trisha, c'est pas bien, Trisha. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que là-dessus, Vernon est relaxé, en tout cas, il est libéré sous caution, d'accord? Et Trisha est mise en prison. Donc son avenir est quand même assez compromis, parce que c'est pas évident d'être pris de justice quand on est noir, quand on est aux États-Unis, etc. Le problème, c'est que quand on voit les offenses, ou en tout cas les délits, pour le dire à la française, qui avaient été commis avant par les personnes, on ne comprend pas très bien pourquoi il y en a un qui est à faible risque et l'autre qui est à haut risque. Et a fortiori, ce qu'on voit, c'est que Trisha, jusqu'à présent, elle n'a toujours pas récidivé, tandis que Vernon, lui, il s'est fait coincer pour un vol à main armée qualifié. Donc en matière d'IA, on est passé quand même un petit peu à côté de la plaque. Alors le juge a dit, oui, je ne me souviens pas trop bien si ma décision a été influencée ou non par le scoring qui avait été donné par l'intelligence artificielle. Alors on pourrait croire, évidemment, que, voilà, c'est les États-Unis, ils sont un peu particuliers, il y a des choses particulières, ils sont peut-être un peu fous de technologie, ils sont peut-être un peu fous de ce genre de choses. Voilà, là, pour des délits, alors qu'ils sont des délits de simple police, c'est des histoires de voisinage, etc., mais ça commence en Estonie. Estonie, c'est pas si loin, d'accord? Et si ça marche en Estonie, peut-être que ça arrivera en France, ou en Belgique, plus tard. Donc, le problème quand vous avez des biais, c'est que le correctif que vous pouvez apporter peut être pire que le mal. Imaginez que tout à coup, j'ai envie de mettre plus de femmes comme CEO pour essayer de rétablir la balance. Je pourrais induire mon intelligence artificielle à me dire que finalement, 70-80% des CEO sont des femmes, ce qui n'est pas non plus le reflet de la réalité. Ce sera peut-être mieux, mais ce n'est pas le reflet de la réalité. Donc, le problème, lorsque vous avez une discrimination, c'est d'introduire une discrimination positive qui serait pire que le mal. Bon. Pas simple. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans. You've been reading too much Elon Musk and watching too many Hollywood movies. Don't worry, if you're nice to me, I'll be nice to you. Alors ça c'est Sophia, ça c'est ma copine. Alors je ne sais pas si vous avez capté l'anglais, c'est pas grave, je vais vous faire l'histoire en français juste après. Donc Sophia c'est un robot, il est créé à Hong Kong par une firme qui s'appelle Hanson Robotics,
Et Sophia est très connue. Elle a la citoyenneté d'honneur aux Émirats Arabes Unis, ce qui est quand même pas évident. Elle est passée dans plusieurs late night shows aux États-Unis. Elle a même eu l'occasion de s'exprimer à l'ONU. D'accord ? Donc c'est un robot conversationnel. C'est le petit machin en 20 questions dont je vous parlais tout à l'heure, mais à l'échelle 100 000. Hein, à la puissance 100 000. Alors on lui a donné un visage humain, mais pas trop, pour pas qu'on se trompe. Je ne vous raconte pas, ils sont un peu prétentieux quand même, Shenson Robotics. Hein. Et elle a des expressions naturelles, etc. Et effectivement, on peut converser, semble-t-il, avec Sophia. Alors, ce qui est génial, c'est que Sophia, c'est une intelligence artificielle, donc il y a de la donnée derrière, à supposer que ce soit vraiment comme ça que ça fonctionne, il y a des gens qui émettent des doutes. Bon voilà, je ne vais pas faire la théorie du complot. Supposons que Sophia fonctionne bien comme ça. La première fois, on lui a demandé, sur un ton très badin, comme ça, dans un late night show américain, tiens, Sophia, c'est peut-être une bonne idée de détruire l'humanité, qu'est-ce que t'en penses hein juste pour la titiller un peu, voyez. Et Sophia a dit, oh oui, c'est une bonne idée, détruisons l'humanité. Alors évidemment, ça glace un peu tout le monde, donc là, le programmeur Hanson Robotics revient derrière et dit, non, absolument pas, mais non, tu aurais dû dire non, c'est pas possible, donc on interrompt un peu le truc. Et puis on lui repose la question 1 an, 2 ans après. D'accord ? Là, on vient de lui donner des jambes, hein, donc elle peut même se déplacer. Enfin, c'est un gros cyborg, hein, c'est pas beau, hein, c'est un... Enfin, voilà, je ne la draguerai pas en boîte, mais quand même. Et donc, on lui repose la question. Même type de late night show, on lui repose la question et elle dit non, vous écoutez trop Elon Musk, qui est assez adversaire de l'IA. Alors ça, c'est marrant quand on voit ce qu'il est en train de faire maintenant dans les puces qu'il implante au cochon. Je trouve que c'est assez curieux, mais bon, voilà, hein, je ne vais pas dire du mal des autres. Et donc, elle dit, vous lisez trop Elon Musk, vous regardez trop de films de Hollywood, tout ça, c'est de la rigolade. En fait, moi, je ne veux pas détruire l'humanité. Et elle ajoute, et moi, ça me glace, sincèrement, ça m'a glacé quand j'ai entendu ça. Elle ajoute, si vous êtes bon avec moi, je serai bon avec vous. Mais nom de Zeus, comment puis-je être bon avec Sophia? Un peu d'huile, Sophia? Un boulot ou deux? Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Comment peut-on être bon avec une intelligence artificielle? C'est quoi la notion de bon pour une intelligence artificielle? Alors, j'ai pas peur de l'intelligence artificielle. Si je vous raconte ça, c'est pas parce que j'ai peur d'être remplacé par une IA. Certainement pas. D'accord? Ce qui me fait peur, c'est que j'ai 25 années de boutique dans le test, c'est que des programmes, j'en ai vu de toutes les sortes, plus ou moins intelligents, plus ou moins bien faits, plus ou moins robustes. Et figurez-vous que j'en ai jamais trouvé un dans lequel il n'y avait pas au moins une erreur. C'est quand même un peu pour ça qu'on paye aussi. D'accord? Donc, qui programme ce machin? Comment? Qui teste ce truc? D'accord? Et comment le teste-t-on? Sachant que, attention, c'est pas un programme qui est super extra compliqué, machin, etc. Ce sont des commandes. Alors, bien évidemment, il y a de la technologie, c'est pas hyper simple, mais le gros du jeu, c'est quand même la donnée dont on abreuve l'IA et dont on abreuve l'algorithme, aussi compliqué soit-il, qui va finalement déterminer, plus ou moins, déterministiquement ou non, le résultat. Ça, c'est ce qui me tracasse. Alors, nos sens sont trompeurs et nos capteurs aussi. Encore une fois, c'est ni une question de technique, ni une question de temps. Ah, celui-là, je vous l'ai montré, voilà, ça c'est le... Alors, je remets un coup sur l'autruche, d'accord? L'histoire du 30 à moustache, alors je ne peux pas vous la montrer, j'ai une belle moustache, c'est pour ça que je l'ai mis sur le panneau, j'aime bien taguer les panneaux en moustache. L'histoire du 30 à moustache, c'est quoi? C'est les véhicules automobiles autonomes. D'accord? Ils ont des reconnaissances, des capteurs qui lisent les panneaux et qui adaptent la vitesse en fonction des panneaux. Chic. Sauf que si vous mettez un autocollant, je ne sais pas moi, stop Covid, restez chez vous, quoi que ce soit, sur le panneau, vous trompez les capteurs et du coup il ne sait plus, il est perdu. À nouveau, le bruit, vous passez d'homme à femme. Rihanna devient monsieur. C'est un peu gênant. Alors voilà ce qui se passe, c'est assez marrant. Alors là c'est ce qu'on appelle les techniques adverses de reconnaissance. Alors le monsieur là, vous voyez, qui a au niveau de la taille là, une boucle de ceinture un peu architecturée,
eh bien ça suffit pour ne pas le reconnaître en tant qu'être humain. C'est un objet, l'IA ne le voit pas. Alors vous allez me dire, l'IA va le reconnaître après, vous savez, monsieur Denot, on va affiner les... Oui, on va affiner, et puis on va affiner évidemment les techniques de capteurs aussi. Et puis on va affiner les modèles adverses. Et on va à nouveau prendre l'IA en défaut, et ainsi de suite. Parce que jusqu'à présent, ça fait quand même quelques années que je suis aussi dans la boutique, j'ai jamais vu un système qui était inviolable, j'ai jamais vu un truc qui était incopiable, j'ai jamais vu un truc qui était inhackable. C'est une question de temps. Il y a 20 ans on me disait, c'est pas possible d'aller mettre du code malicieux au niveau du BIOS. Mais aujourd'hui, les BIOS sont flashables et on peut en mettre. C'est pas possible d'attaquer une carte liée à votre ordinateur. Ben si. Alors, il faut bien comprendre un certain nombre de choses. Il y a des choses que l'IA fait bien et fait beaucoup mieux que nous, et c'est pour ça, évidemment, que l'IA est intéressante. Elle va plus vite, elle traite plus d'informations, elle est capable de classer, compter, grouper, comparer beaucoup plus vite que nous, et beaucoup mieux que nous. C'est facile pour l'IA. Et c'est donc une excellente aide à la décision. L'IA n'est pas capable de créer des exigences. Je voudrais que quelqu'un me démontre qu'une IA est capable d'exprimer mon besoin correctement. Et surtout, raffiner mon besoin, l'élucider pour bien comprendre ce que je veux. Vous vous souvenez de l'histoire avec la balançoire, ce qu'il voulait, machin, etc. L'ambiguïté, l'absurde, le disruptif, le créatif, je ne crois pas qu'une IA soit capable de faire ça. Et je ne crois pas qu'elle sera jamais capable de faire ça. D'accord ? Et si vous n'êtes pas persuadé de cela, je demande à quiconque dans cette salle de me définir le mot amour. Pas ce qu'il y a dans le dictionnaire, ce que ça veut dire l'amour et dans toutes les formes que l'amour peut prendre. L'amour pour son chien, l'amour pour son conjoint, l'amour... ce que vous voulez, l'amour. Si vous êtes capable de dire j'ai une définition générale du mot amour qui est valable pour tout le monde, l'IA vous a battu. L'empathie. Sophia a beau dire tu es bon avec moi, je serai bon avec toi, moi je n'ai aucune idée de ce qu'est l'empathie pour Sophia. Et je pense que la décision doit, de toute manière et de manière ultime, rester à l'humain. Le comportement humain est incompréhensible, il n'est pas réductible. L'émotion n'est ni programmable, ni ne s'apprend. Il y a moyen. Oui, ça c'est l'humanité, dans toute sa splendeur. Mais j'aime cette bêtise crasse. Parce que c'est et parce que ça apporte une richesse. Mais il y a des gens qui essayent de me convaincre que l'IA est capable de faire de l'art. Non, l'IA est capable de reproduire des choses que d'autres ont fait et qui sont vraiment des œuvres artistiques. C'est pas du tout la même chose. Apprendre les émotions, ça ne s'apprend pas. C'est d'ailleurs toute la problématique des profils autistiques. Ils sont obligés d'essayer de comprendre, d'intellectualiser l'émotion de l'autre pour pouvoir donner le change. Mais ils ne sont pas capables, quelque part, de le ressentir de la même manière, ou en tout cas d'interagir de la manière adéquate. Un petit exercice. Écrivez un nombre. Un nombre qui compte 1, 1, 1, 2 et 3, 4. Vous l'avez ? C'est parti. Est-ce que vous croyez que c'est facile de programmer ça ? Parce qu'on joue sur les mots. Ah. Mon psy m'a dit, écris des lettres de haine aux gens que tu détestes et puis brûle-les. Je l'ai fait, ça m'a beaucoup aidé. Et qu'est-ce que je fais des lettres maintenant ? Alors, est-ce que l'IA va me remplacer ? Ben non, je n'ai pas peur. Et c'est pas parce que j'ai passé la cinquantaine, pas parce que je sais qu'avant que je prenne ma retraite, l'IA ne sera pas prête pour me remplacer. Simplement parce que je pense que notre humanité est absolument incontournable. Et ce n'est pas une IA qui va me remplacer. Il pourra aider un certain nombre de décisions, il pourra me donner de l'information qui me permettra de décider. Parfois, il pourra même décider en partie à ma place. Je veux bien me comprendre qu'il y a des pilotes automatiques, ça ne marche pas si mal. Mais à un moment donné, je dois quand même être là, et je dois quand même être au contrôle. Alors le testeur de demain, face aux défis qui l'attendent, je pense que le testeur de demain va devoir commencer à appréhender l'intelligence artificielle. Alors on n'y est pas encore, hein. On n'a pas encore des trucs qui sont
rock, mais ça commence. Ça commence à venir, il y a des choses intéressantes, ça commence à poindre. Alors il y a beaucoup de buzz, mais il y a aussi des choses intéressantes qui arrivent, et je pense qu'à terme, ça va véritablement pénétrer, ça va véritablement révolutionner d'une certaine façon l'informatique. Le testeur doit se réveiller, le testeur doit évoluer, doit apprendre à évoluer d'une certaine façon pour pouvoir appréhender cette IA et pour pouvoir la complémenter, c'est-à-dire laisser les tâches où il performe finalement moins bien, et où il n'a pas de valeur ajoutée comparativement à l'IA, et surtout se concentrer sur les tâches intellectuelles, ambiguës et autres, pour lesquelles l'humanité est absolument indispensable et requise. Voilà, c'est de la communication, c'est du lien, c'est de se rapprocher, créatif, destructif, validation, rassurer, faciliter. L'interface utilisateur, bah oui, une interface utilisateur, c'est pour nous. L'IA, elle n'a pas besoin d'interface utilisateur, je n'ai pas besoin d'un site web si je veux passer des ordres de commande. J'ai juste besoin d'envoyer des messages. Hein? Alors, est-ce qu'on a un avenir? Ben, je crois que oui. C'est un bon livre. Reset. Ben voilà. Merci à vous.